Il est 8h36, vous avez choisi Sud Radio et vous avez bien raison. Et tout l'été, on accueille sur Sud Radio chaque matin une ou un député élu pour la première fois cette année. C'est le Tour de France des nouveaux députés. Et aujourd'hui, nous accueillons Sabrina Sebailly, députée Écologie Les Verts, Alliance NUPES, de la 4e circonscription des Hauts-de-Seine en Île-de-France. Bonjour Madame la députée. Oui, bonjour. Bonjour Sabrina Sebailly, bienvenue sur Sud Radio. C'est votre premier mandat de député, même si certains vous connaissent déjà, puisque vous avez été notamment la porte-parole de Yannick Jadot. On va revenir dans un instant sur votre parcours, mais l'actualité d'abord avec la sécheresse et cette 4e vague de chaleur que connaît la France. Vendredi dernier, la Première ministre Elisabeth Borne a mis en place une cellule interministérielle de crise. Est-ce que vous avez l'impression déjà que ce gouvernement a pris conscience de l'urgence de la situation ? Alors non, je ne crois pas qu'ils aient vraiment pris conscience de l'urgence de la situation, parce que quand on voit les textes de loi qui viennent d'être votés justement à l'Assemblée nationale, ouais, on voit que justement on retourne, on relance le charbon, on fait un méthanier pour accueillir du gaz de schiste, c'est-à-dire qu'on ne prend même pas le virage de la transition énergétique et on continue en fait à utiliser des énergies fossiles, y compris d'ailleurs le moment où on décide de ne plus aller s'alimenter chez Total, en Russie, pardon, le lapsus, mais qu'on se dit qu'on va aller chercher ailleurs finalement ce qu'on peut plus aller chercher en Russie, on voit bien qu'on n'a pas pris toute la mesure en fait de ce qui se passe. Et puis forcément nous dire qu'on ouvre une cellule de crise aujourd'hui, ça fait des mois, des années qu'on alerte sur cette situation-là, et il est dommage d'attendre que quasiment tout le pays soit en sécheresse, y compris l'Île-de-France pour qui c'est la première fois, pour se rendre compte de la gravité de la situation. Vous parliez effectivement de certaines mesures présentes dans la loi pouvoir d'achat qui a validé notamment la réouverture temporaire de la centrale à charbon de Saint-Avold en Moselle, la mise en service de ce méthanier flottant au large du Havre. Selon vous, ça veut dire que ça n'avait aucun intérêt pour le pouvoir d'achat des Français, en tout cas ? Non, en fait, si vous voulez, nous, ce qu'on avait proposé, qui était le blocage des prix sur les questions de l'énergie, je pense que c'est la mesure immédiate à faire. Et puis surtout, engager ce virage de la transition énergétique. Parce que tant que nous ne serons pas souverains sur notre question de l'énergie et qu'on sera toujours dépendant d'autres pays pour aller chercher les matières premières, on ne pourra pas réguler le prix de l'énergie et donc on ne pourra pas agir sur le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Mais sur cette question de l'indépendance, justement, il y a des inquiétudes très concrètes, très fortes sur un risque de coupure de courant pour cet hiver, pour les Français. Donc est-ce que c'était pas une solution d'urgence à mettre en place justement pour garder cette indépendance-là, en tout cas dans un premier temps ? Oui, mais vous voyez bien qu'on nous a vendu le nucléaire comme étant, par exemple, l'alpha et l'oméga sur la question énergétique, en nous disant qu'avec ça, on serait tranquille, que ça coûterait moins cher, qu'on n'aurait pas de coupure. Aujourd'hui, force est de constater que la moitié des centrales sont à l'arrêt, dont certaines à cause de la sécheresse. Donc on voit bien que ce que nous promet finalement ce gouvernement, y compris sur la question du nucléaire ou sur les énergies fossiles, ce n'est pas la solution. Donc on peut se dire effectivement qu'aujourd'hui, ils sont dans leur idéologie sur cette question-là, ils ne veulent pas en bouger, mais ce n'est pas la réponse et on le voit aujourd'hui très clairement. Donc il faut un blocage des prix, il faut faire de la sobriété et même une forme de décroissance, c'est-à-dire que pour éviter les coupures dans l'état actuel des choses, il faut réduire nos consommations énergétiques, nous n'avons pas le choix. Et dans le même temps, engager cette transition pour éviter de se retrouver dans la même situation dans quelques mois, voire quelques années, puisqu'un nouveau pic de chaleur arrive. Quand vous parlez de sobriété, de décroissance, il faut que ça corresponde aussi, il faut que ça marche pour tout le monde, pas seulement pour les Français qui auraient à subir cela. Ah mais de toute façon, quand on parle de sobriété ou de décroissance, ça doit venir des plus gros consommateurs d'énergie en priorité. Ce n'est pas la personne chez elle qui, par exemple, utilise son frigo, sa télé, etc. Ce n'est pas à ces personnes-là quand on parle de décroissance et de sobriété. Par exemple, sur la consommation d'eau, on parle aussi des agriculteurs notamment, et pas forcément que des gros groupes. Mais là aussi, un virage de notre agriculture est essentiel. C'est-à-dire qu'il y a des agricultures aujourd'hui qui consomment beaucoup moins d'eau et on n'a jamais pris ce virage-là, et notamment les financements de la PAC devraient permettre pour aller justement vers une agriculture qui est moins consommatrice d'eau pour éviter de se retrouver dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Sur cette question de la loi pouvoir d'achat, elle a également validé, contre l'avis d'ailleurs du gouvernement, c'est à noter, une aide en faveur des Français qui se chauffent au fioul. Vous-même, Sabrina Sebailly, vous avez beaucoup hésité sur cet amendement, savoir quel vote vous alliez faire, pour quelles raisons ? En fait, si vous voulez, moi je ne suis pas pour sanctionner les gens qui sont en difficulté, qui sont en grande précarité. Il y a des familles aujourd'hui qui ont encore des chaudières à fioul et qui sont en très grosse difficulté pour se chauffer l'hiver. D'ailleurs, la plupart ne se chauffent pas tout l'hiver parce qu'ils n'ont pas les moyens de remplir leur cuve en intégralité. Donc l'idée, c'était de dire que pour cet hiver, il est trop tard pour permettre un grand plan de remplacement, c'est-à-dire qu'il faut le faire, mais on ne pourra pas aider tous les ménages à remplacer les cuves, non pas juste pour des questions financières, mais aussi parce qu'il faut les ouvriers
pour pouvoir faire tous ces travaux-là. Ouais. Et donc pour cet hiver-là, de manière ponctuelle, il fallait aider ces familles à se chauffer cet hiver, tout en engageant, et ça a été le but de certains amendements, sous-amendements qui ont été déposés, d'avoir des financements pour le remplacement des chaudières. Mais est-ce qu'on n'est pas là, Sabrina Sebahi, sur le défi finalement principal de l'écologie, à savoir comment faire de l'écologie qui ne soit pas punitive pour les classes moyennes, pour les personnes les plus pauvres? Vous qui avez grandi d'ailleurs dans un milieu ouvrier, j'imagine que c'est une réflexion importante que vous avez. Absolument. Nous, pour moi en tout cas, c'est vraiment le cœur de mon engagement politique. C'est le fait de dire que les personnes les plus impactées par la question de l'écologie et l'injustice finalement environnementale, ce sont les personnes les plus précaires. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que justement les deux ne se dissocient jamais? Eh bien, c'est typiquement des mesures comme celle-ci où en gros, on ne doit pas pointer du doigt les personnes qui sont les plus en difficulté en expliquant que parce qu'ils ont une chaudière au fioul, eh bien, ils n'auraient pas le droit à une aide, ils n'auraient pas le droit de se chauffer. Justement, c'est de dire que les deux vont ensemble et qu'il faut accompagner toutes ces personnes-là justement pour sortir des énergies fossiles, pour pouvoir se chauffer et donc pour ne plus être en grande précarité, qu'elle soit alimentaire, environnementale ou autre. Autre sujet dans l'actualité, Sabrina Sebahi, c'est la trêve précaire trouvée entre le djihad islamique palestinien et Israël. Ce week-end, vous avez eu des mots assez forts, assez durs à l'encontre du communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères à propos de ce conflit. Qu'est-ce qu'il vous a choqué dans ce communiqué ? Mais parce qu'en fait, dans ce communiqué, on ne parle pas du tout des enfants, des morts palestiniens, et en fait, il était très unilatéral. Et je pense que si on condamne des actes d'agression, de bombardement ou de tuerie, il faut le faire dans les deux sens. Et c'est là où je trouve que vraiment le communiqué ne va que dans un seul sens. Je pense que la France a eu des positions beaucoup plus claires et beaucoup plus fortes sur ce conflit, et elle doit garder ce rôle finalement de neutralité sans prendre parti d'un côté ou de l'autre. Quand même, dans ce communiqué, on avait, alors je cite, la France rappelle les obligations de protection des civils qui incombent à toutes les parties. Là, pour le coup, Israël également est visé, non ? Il aura fallu quand même attendre la toute fin pour cette phrase, et on ne parle vraiment pas des morts du côté palestinien. Donc si vous voulez, à un moment, je pense qu'on a besoin, on ne peut pas être dans vraiment ce communiqué et il a été perçu comme ça, pas que par moi d'ailleurs, il était très unilatéral et c'est là où c'est dommage. Je pense que la diplomatie française est vraiment au-dessus de tout cela. Sabrina Sebahi, vous faites partie de la trentaine de députés qui a signé une proposition de résolution qui a fait beaucoup parler, condamnant l'institutionnalisation par Israël d'un régime d'apartheid. Apartheid, c'est un terme que vous assumez toujours pour qualifier l'État hébreu ? Oui, écoutez, il y a plusieurs documentaires qui sont sur le sujet. Certaines villes qui refusent des enfants palestiniens dans les écoles. Il y a des grandes ONG qui utilisent ce terme d'apartheid parce qu'elles ont été sur le terrain et qu'elles ont regardé ce qui s'est passé. Donc oui, je pense qu'il faut mettre des mots sur ce qui se passe. Et je pense vraiment qu'il faut réussir à sortir de ce débat. En fait, le fait de condamner les actions d'un gouvernement vis-à-vis d'une autre population, ça ne veut pas dire... être antisémite, par exemple, comme on a pu l'entendre chez certaines personnes. Cela n'a rien à voir, il faut vraiment distinguer les choses. Vous n'avez pas peur quand même de mettre un peu de l'huile sur le feu dans un pays comme le nôtre, où le conflit israélo-palestinien a été fortement importé? D'ailleurs, on en parlait, la commémoration aujourd'hui du 40e anniversaire de l'attentat des Rosiers le rappelle tragiquement aussi. Qu'en pensez-vous là-dessus? Il y a pas ce risque-là? Moi, je pense justement que pour éviter... toute erreur d'appréciation sur les sujets, il faut les aborder frontalement et il faut les aborder pleinement. Et c'est justement le fait de mettre les choses sous le tapis qui fait ça fait grossir les choses. Franchement, moi je pense vraiment qu'il faut avoir des débats très ouverts. Il faut inviter toutes les personnes à pouvoir s'exprimer sur le sujet, à pouvoir débattre de ce sujet, à pouvoir expliquer, éduquer sur cette question du conflit israélo-palestinien. Il y a beaucoup de personnes qui se positionnent aujourd'hui sur ce conflit sans en connaître ni les origines ni l'histoire. Et je pense que c'est là où on fait une erreur. Si on veut éviter les amalgames et les interprétations des uns et des autres, il faut en parler. Sabrina Sebahi, sur Sud Radio, un mot aussi sur ces rodéos sauvages qui font l'actualité ces derniers jours. Notamment, on en a beaucoup parlé à Pontoise. On a l'impression que ce fléau dure depuis des années et que rien ne semble l'enrayer. D'après vous, quelles sont les meilleures solutions aujourd'hui pour freiner ce phénomène? Je note que certains élus et syndicats de police vantent notamment la technique britannique du tamponnage qui permet à des policiers formés de percuter les auteurs de rodéo pour les interpeller. Je ne sais pas si pour vous c'est une solution acceptable ou non, ou s'il y a d'autres solutions. Non, écoutez, moi je trouve ça extrêmement dangereux d'aller au contact, pour le coup, de tamponner des scooters, souvent en plus sur des adolescents qui n'ont pas de casque et qui n'ont pas de protection en fait au moment de ces rodéos. Il y a effectivement ce sujet qui revient quasiment tous les étés, c'est pas nouveau, tous les étés revient ce sujet des rodéos motos. Bien évidemment qu'il faut
à mon avis, c'est une politique sur le temps long et le temps court. Il y a le temps court qui est possible aujourd'hui, avec notamment la réquisition des scooters. Les policiers sont tout à fait habilités à le faire, et pour ça, il faut des effectifs. Il faut un travail pour aller repérer les endroits où sont stockés les scooters et aller les récupérer. Il y a des commissariats qui le font déjà. Et puis un temps long de travail de prévention sur la prévention de la sécurité routière, où là, il y a certaines villes, et il faut bien le dire, moi j'ai eu l'occasion de travailler notamment avec les CRS, qui travaillent avec les établissements scolaires sur ce sujet-là pour expliquer aussi la dangerosité pour le conducteur, mais aussi pour les personnes qui sont sur l'espace public au moment où se font ces rodéos-là. Et puis, il y a un troisième volet qui est ce qu'on appelle la prévention situationnelle, à savoir l'aménagement de l'espace public pour empêcher et pour éviter des rodéos sur des grandes longueurs, justement, pour éviter justement de la prise de vitesse et les accidents. Ouais. Sabrina Sebaï, je rappelle pour nos auditeurs de Sud Radio que vous êtes donc députée Europe Écologie Les Verts de la 4e circonscription des Hauts-de-Seine. C'est votre premier mandat. Vous êtes fille d'ouvrier, d'assistante maternelle. Qu'est-ce qui vous a décidé un jour à vous engager en politique ? En réalité, j'étais engagée au niveau associatif très jeune. Ouais. Et le passage de l'associatif au politique a été, je pense, comme beaucoup, assez naturel. Ouais. Voilà. Petite particularité, d'ailleurs, vous êtes né le 10 mai 1980. C'est pas une date anecdotique, au final. Non, écoutez, ma mère me disait que quand elle était à la maternité, les bébés qui étaient nés le 10 mai 81, on les appelait les bébés Mitterrand. Donc voilà. Le jour de l'élection de François Mitterrand. Absolument. Premier mandat en tout cas en tant que député. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé lors de vos premiers jours à l'Assemblée nationale ? Ça a été assez agité pour ces premières semaines de session extraordinaire, la session qui vient de s'achever. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Eh bien, en fait, alors beaucoup de choses, parce qu'on a été mis dans le bain de l'hémicycle très rapidement après l'élection, parce que les textes de loi sont arrivés très très vite. Ce qui m'a marqué, c'est finalement peut-être le poids des responsabilités, parce qu'on ne s'en rend pas compte en fait avant l'élection qu'on va être amené à voter des textes, des amendements et qui vont impacter en fait le quotidien des personnes qui nous entourent. Et ça, c'est assez impressionnant, parce que moi, on a voté le premier texte la veille sanitaire et on a été inondé de mails de personnes, que ce soit du personnel soignant, hospitalier, que ce soit des parents, enfin vraiment inondé de mails de personnes qui étaient très inquiètes sur le pass sanitaire, sur la vaccination, sur vraiment énormément de sujets. Et là, on se rend compte finalement de cette responsabilité qui nous incombe, justement, de devoir voter des textes qui vont impacter leur vie au quotidien. Et ça, c'est assez impressionnant. Bon, la reprise, ça sera pour début octobre. Pour vous, vous avez prévu quoi entre-temps ? Un peu de repos tout de même, du travail en circonscription ? Quelques jours en repos et beaucoup de travail en circonscription. Et ben voilà, bon courage en tout cas à vous, Sabrina Sebaï. Je rappelle, vous êtes députée Europe Écologie Les Verts, Alliance NUPES de la 4e circonscription des Hauts-de-Seine, qui correspond notamment à Nanterre et à Suresnes en région Île-de-France. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Reste avec nous, on file dans quelques instants en pleine nature sauvage à Bidart sur la côte basque avec notre invité d'un été au camping. A tout de suite, restez avec nous, 8h49 sur Sud Radio.